pas gentil, ça. Donc Anthony est en train de vérifier sa mouture. Il va vous expliquer l'importance non seulement de la machine à café, mais aussi du moulin. C'est aussi important que la machine à café. Donc c'est pour ça qu'il arrive, il a son café et son moulin, mais il faut régler. Et ça prend quelques instants. Et il va vous expliquer qu'est-ce qu'on recherche quand on règle un moulin, quels résultats, quelles sont les règles d'or qu'on doit mettre en place pour faire un bon café ou un excellent café. Pour ceux qui restent jusqu'à mardi, ça va être vraiment une journée très excitante parce qu'on va avoir le triple final de barista, latte art et coffee and good spirits. Donc ça va être un vrai show toute la journée à partir de 13 h, animation le matin et le triple final à partir de 13 h le mardi 24. C'est juste pour des test shots. Donc, elles sont bien froides. C'est prêt? 30 max. Ok. Il est quelle heure là? Bah, tu es pile à l'heure, donc 30 minutes. Peux-tu chercher une bouteille d'eau? Bon, j'ai le plaisir de vous présenter Anthony Calvez, triple champion de France, double fois barista et une fois latte art, qui va vous expliquer quels sont les gestes pour faire un excellent café. Anthony est formateur en plus à l'Académie du Café des Cafés Richard. Et donc tous les jours, il apprend aux gens comment faire un bon café et les gestes qu'il faut retenir. Anthony, est-ce que tout le monde peut faire un excellent café? Alors, bonjour à tous. Alors c'est vrai que faire un excellent café, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut tous réaliser un excellent café? Oui, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut savoir bien sûr toutes les étapes pour réaliser un parfait espresso. Malheureusement, faire un café, c'est à la portée de tout le monde. Donc n'importe qui peut faire un très mauvais café. Mais pour faire l'espresso parfait, comme vous allez voir durant tous les championnats de barista, de latte art et des compétitions de la SCAE, il y a bien sûr pas mal d'étapes à comprendre avant de pouvoir extraire tous les arômes du café qui sont dans les porte-filtres. J'imagine que c'est facile à oublier certaines étapes. Oui, exactement. Alors surtout quand on commence dans le café, malheureusement, toutes les étapes, on ne les retient pas aussi facilement. Alors c'est vrai que... Alors moi, j'ai commencé il y a 9 ans dans le café et avant, j'avais jamais fait de café de ma vie. Alors bon, je suis rentré dans le café voilà, par hasard. Et c'est vrai qu'on devient en fait passionné du produit qu'est le café à partir du moment où on le comprend et on le connaît. C'est comme le vin, c'est comme le whisky, c'est comme tous ces produits qui ont une histoire et qui ont aussi voilà, un intérêt aromatique. On devient vraiment passionné de ce produit. Et bien sûr, pour l'extraire, il faut les étapes que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, les étapes, elles sont très simples à comprendre. Ce sont quelques étapes à assimiler. Alors ici, je vais déjà vous présenter cette machine. Je pense que tout le monde la connaît. C'est une machine à espresso. Alors, pour moi, une machine à espresso, ce n'est pas juste la machine qui est là, d'accord? C'est la machine qui est là et le moulin à café qui est juste à côté. N'oubliez pas, vous ne ferez jamais de café sans moulin à café. Donc, le barista, qui est en fait le sommelier du café, c'est le professionnel qui a les connaissances, d'une part, du produit qui se trouve dans la trémie qui est juste là, le café torréfié et aussi le café vert avant sa torréfaction.
et qui aussi connaît la transformation de ce produit sur la machine à espresso ainsi que sur ces différents types d'infusion, filtration, extraction à froid, etc. Ici, nous, on va se focaliser bien sûr sur la machine à espresso. Donc, cette machine à café est en osmose avec le moulin à café. Sachez une chose, si jamais je prends ce moulin qui est identique au moulin qui est à côté, si je le mets à la place du moulin à côté, vous n'aurez absolument pas le même café. Pourquoi? Parce qu'il a été réglé spécialement pour cette machine à café. D'accord? Le plus gros problème que vous pourriez rencontrer, c'est si jamais vous avez un café, vous vous dites tiens, mon collègue, il a exactement le même, je vais me régler avec les mêmes réglages chez lui, il est super bon son café, je vais faire les mêmes chez moi. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que les meules, par exemple, c'est juste un exemple, les meules qui vont broyer le grain de café ont une usure, c'est comme une brosse à dents, au bout d'un moment, il faut les changer. Donc, on ne connaît pas l'usure des meules. Ça, c'est un exemple qui veut dire ne touchez pas à vos moulins si jamais, malheureusement, vous ne savez pas trop les régler. C'est normal et ça s'apprend. Donc, pour réaliser un parfait espresso, il faut comprendre le produit qui est ici et comment le transformer. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, déjà, en face de vous, vous avez un café. Donc là, ici, vous avez un blend. Donc, c'est un blend, c'est comme dans le whisky, c'est un assemblage de différentes origines qui a été torréfié d'une certaine façon pour fonctionner parfaitement avec la machine à espresso. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme disait Michael juste avant, j'ai réglé mon moulin pour extraire le café. Alors, j'ai extrait le café à peu près dans un temps d'infusion très particulier parce que le café ne s'infuse pas en quelques secondes. On pourrait croire que le café, on le fait en 2-3 secondes derrière la machine. Non, absolument pas. Il y a un laps de temps, vous avez à peu près 10 secondes, c'est une plage sur laquelle vous pouvez jouer. Et il faut absolument extraire le café entre 20 et 30 secondes. Ce n'est pas 10 secondes, ce n'est pas 15 secondes, c'est entre 20 et 30 secondes. Et à partir de là, vous aurez l'ensemble des arômes qu'il y a dans votre porte-filtre. Alors, je vais vous montrer maintenant toutes les étapes. Regardez, juste avant, j'ai fait un café donc, dans ce porte-filtre. Le café qui est là, vous doutez bien, il n'y a plus d'arôme. Je l'ai extrait. Donc ici, vous n'avez bien sûr que de l'amertume. Donc maintenant, avant de pouvoir remettre du café fraîchement moulu à l'intérieur, je vais devoir le retirer. Mais surtout, ce qui est important, et c'est là où je veux en venir, je vais surtout le nettoyer, ce porte-filtre. À chaque fois que je vais faire un café, je sais, ça prend un petit peu de temps, mais n'oubliez pas, pour moi, un porte-filtre, c'est comme une poêle. Quand vous allez travailler une belle viande, si le beurre il est cramé, vous n'allez pas pouvoir refaire une autre viande derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est de nettoyer. Ici, les quelques particules qui peuvent rester dans le porte-filtre, c'est juste de l'amertume, c'est du café brûlé. D'accord? N'oubliez pas. Donc, 1 gramme de café brûlé dans l'ensemble du café que vous avez dans votre porte-filtre, vous aurez un très mauvais café. D'accord? Donc, regardez, juste ici, moi, j'ai un petit torchon. D'accord? Donc là, en salon, forcément, j'en fais beaucoup. Donc j'ai un torchon qui est directement sur mon tablier. Ou sinon, j'ai des torchons directement au pied des machines. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec un torchon directement à votre ceinture. Donc ce torchon me permet de nettoyer rapidement. Voilà, c'est fait, c'est fini. J'ai fini de nettoyer. Presque. Pardon. Voilà. Donc là, il est propre. Maintenant, je vais pouvoir mettre un café fraîchement moulu. Alors ça se trouve, vous travaillez sur un grand cru d'arabica. Ce serait dommage de mélanger un grand cru d'arabica avec un peu de café brûlé. Donc là, du coup, maintenant, je vais pouvoir envoyer un café, comme je vous disais, fraîchement moulu dans mon porte-filtre. Alors, comme vous remarquez sur ce moulin, le café sort directement des meules dans le porte-filtre. C'est ce que nous appelons un moulin à la demande. C'est un moulin à mouture fraîche. Donc ici, ce moulin à mouture fraîche, l'intérêt, c'est de garder l'essence même du café. C'est quoi l'essence même du café? C'est ses arômes. Les arômes dans le café sont volatiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'échappe, tout simplement. Donc ici, pour le café en grain, on a une durée de vie pour la machine à espresso. C'est-à-dire qu'un professionnel, à partir du moment où vous ouvrez votre paquet de café, alors sur votre paquet de café, bien sûr, vous avez une DLUO, une durée de vie. Elle est assez longue généralement, surtout s'il a été flushé à l'azote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène, pas d'oxydation, vous pouvez le garder. D'accord? Sauf qu'à un moment, les arômes vont s'échapper par la petite valve, donc il n'y en aura plus. Ça veut dire qu'à la fin, on ne peut plus le consommer. Enfin, si vous pouvez, mais il ne sera pas très bon. Donc à partir du moment où je vais ouvrir mon paquet de café, boum, ça va sentir super bon. D'accord? Et en fait, ce sont les arômes volatiles qui vont s'échapper. Je pense que si jamais je vous fais sentir un café qui n'a pas d'odeur, vous allez me dire, mais un petit peu vieux votre café. Oui, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'arôme. Donc, une fois que je vais ouvrir mon paquet de café, il faut absolument le consommer rapidement. Pourquoi? Parce que les arômes s'échappent. Une phrase qui est très importante, écoutez, que je dis souvent en fait, c'est les arômes que vous allez sentir qui vont s'échapper de votre café que vous avez fraîchement ouvert. En fait, ce sont des arômes qui n'existent plus dans votre café. En gros, ce sont des arômes qui sont en train de partir. D'accord? Donc,
Là, si vous ouvrez votre paquet de café, vous le mettez dans votre trémie pour faire de l'espresso, vous avez 2 jours pour le consommer en entier. Pourquoi? Parce qu'un professionnel qui a l'habitude de son café, ou tout simplement un client qui a l'habitude de votre café, si vous êtes un professionnel, il va venir goûter votre café et vous dire un petit peu moins bon, un peu moins de longueur en bouche, un peu moins de corps. Tout simplement, il y a moins d'arôme, c'est tout. Donc il faudra 2 jours pour que votre client s'en rende compte et qu'il aille chez votre voisin et vous perdiez au fur et à mesure des clients. Donc ici, si c'est 2 jours pour le café en grains, imaginez pour le café qui a été fraîchement moulu, 10 000 fois plus de surface en contact avec l'air, donc beaucoup plus d'oxydation. Et à partir de là, pour 2 jours pour le grain, 2 heures pour avoir la même perte aromatique. Donc vous vous doutez bien que les moulins avec des bacs doseurs à l'avant, vous savez, les fameux moulins à gâchette, clac, clac, on prend le café moulu. C'est un moulin avec bac doseur. Le problème, alors c'est super, ils sont très rapides pour faire les cafés, mais l'inconvénient, c'est qu'en fin de service, vous avez à peu près 35 cafés à l'avant dans le bac quand il est plein. Et ben ces 35 cafés, ils vont attendre toute la nuit. Et le lendemain matin, pourquoi on dit que le café il est très très mauvais? Ça fait partie d'un des critères, c'est-à-dire qu'en fait le café n'a plus d'arôme. Donc ici mon café a été fraîchement moulu, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, est-ce que tu peux venir peut-être avec la caméra? Regardez, ici n'importe quel moulin, lorsqu'il va vous envoyer le café moulu dans votre porte-filtre, ça fait à peu près une petite montagne, ça fait une petite pyramide. Donc là, si jamais je mets le porte-filtre directement dans la machine à café, l'eau, n'oubliez pas une chose, elle est sous pression. Donc quand vous appuyez sur le bouton, il y a 9 bars de pression qui poussent l'eau à travers le porte-filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, tout simplement, elle veut sortir le plus vite possible. Donc là, cette petite pyramide offre beaucoup de résistance au centre, mais très peu de résistance sur l'extérieur. Donc l'eau va passer sur l'extérieur du porte-filtre. Donc en gros, il faut légèrement égaliser, voilà, c'est fait. Et surtout, utiliser cet outil professionnel qui s'appelle un tasseur. D'accord? Alors vous avez des tasseurs qui sont incorporés sur les moulins à café. C'est bien, c'est ce qu'on va appeler plutôt un tasseur d'appoint, parce qu'un tasseur en plastique, bon, ça reste un tasseur en plastique. C'est comme si vous alliez voir un chef en cuisine et vous lui présentiez un couteau en plastique. Il va vous dire, t'es mignon, mais tu peux sortir. Ce n'est pas un outil professionnel. Un outil professionnel, c'est un tasseur comme celui-ci. Alors celui-ci, il a la particularité d'avoir le manche en bois et une base en acier. D'accord? Bon, pour l'équilibre, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui préfèrent les tasseurs en acier. Tout ça pour vous dire que ceci est un outil qui est particulier par rapport au barista. On a chacun le sien. Et bien sûr, à vous, si jamais vous travaillez dans le café, de vous approprier un tasseur. Il en existe plein de différentes marques. Je ne vais pas faire la promotion des tasseurs, mais bon, c'est surtout un outil très important pour les gens qui travaillent dans le café. À partir de là, regardez ce qui est pas mal surtout, c'est que ce tasseur, il fait surtout le diamètre de mon porte-filtre. Donc là, quand je vais venir comprimer le café dans le porte-filtre, j'ai comprimé l'ensemble du café. Et les rebords, ils sont aussi comprimés, d'accord? Il n'y a pas que l'intérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir venir tasser en envoyant une force verticale de haut vers le bas pour comprimer le café à l'intérieur du porte-filtre. Alors, il faut absolument déposer le rebord qui est là, donc cet angle droit, sur le bord du plan de travail pour avoir de la stabilité. Si jamais je viens tasser ici, vous doutez bien que le risque, c'est que ça parte. Donc ici, je vais venir me déposer sur le plan de travail, le prendre bien sûr dans la main et comprimer d'un coup 20 kg de pression. L'intérêt ici, c'est d'envoyer la pression pour que l'eau, lorsqu'elle arrive, elle aille tout droit. Elle n'aille pas de façon non homogène à l'intérieur du porte-filtre. Donc là, le café, il est comprimé dans le porte-filtre. Je vais pouvoir enfin l'incorporer dans la machine. D'accord? Après tout ce travail. Alors, un geste qui est très important, vous allez voir, généralement, je le fais rapidement sans l'expliquer. Là, j'y pense, donc je vous l'explique. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, avant de mettre le porte-filtre dans la machine, je vais faire ce geste. Geste anodin, vous allez me dire, mais c'est un geste qui va augmenter la durée de vie des joints d'une machine à café. Parce que le café qui va se retrouver sur le bord du porte-filtre, ensuite, il va se retrouver sur le joint qui fait la jointure du porte-filtre dans la machine. C'est ce qui empêche l'eau, en fait, tout simplement, de sortir du porte-filtre, parce qu'elle est sous 9 bars de pression. Donc, à partir de là, si jamais vous avez du café sur votre joint, en fait, le joint va sécher et au bout d'un moment, il va casser. Et je pense que tout le monde a déjà vu du café sortir sur le bord du porte-filtre. C'est le joint qui est presque mort, d'accord? Et le geste qu'ont généralement les barman à ce moment-là, c'est de serrer le plus fort possible pour comprimer en fait cette petite fissure qu'il y a dans le joint. À partir du moment où vous avez besoin de forcer un petit peu pour fermer le porte-filtre, c'est fini, d'accord? Appelez plutôt un service technique ou quelqu'un pour changer les joints, sinon vous avez un groupe de la machine qui ne fonctionnera plus, d'accord? Donc, on purge légèrement
pour faire tomber le vieux café qui était collé à la douchette. On enclenche. Et c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, pour infuser le café, c'est comme un thé. Il y a un temps d'infusion. Dans le thé, on vous dit il faut 3 minutes d'infusion, 4 minutes d'infusion, un thé rouge, un thé vert, un thé blanc, bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À partir de là, le café, c'est la même chose. On veut chercher à infuser les arômes qu'il y a dans le porte-filtre. Et pour infuser les arômes qu'il y a dans le porte-filtre, il faut les extraire. Et pour les extraire, il faut un certain temps. Et ce temps, je vous l'ai dit, 20 à 30 secondes. D'accord ? Vous avez une plage de 10 secondes. Bien sûr, si vous êtes proche des 20 secondes, le café sera beaucoup plus doux qu'un café qui a été infusé en 30 secondes. Parce que le café infusé en 30 secondes, l'eau a stagné. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup infusé le café. Peut-être un peu trop parfois. Voilà, donc là je viens de faire 2 espressos. Alors, je ne vais pas les laisser refroidir. Si quelqu'un veut un café, ça sera avec plaisir. Tenez, un café. Quelqu'un veut un café ? Tenez, venez, venez. Voilà, je vais en faire d'autres. Donc, tous ces ensembles de gestes sont importants pour réaliser l'espresso parfait. C'est pas compliqué, il faut juste les retenir. N'oubliez pas. Alors certes, il y a peut-être certaines personnes qui se diront « Moi, je n'ai pas le temps de nettoyer mon porte-filtre à chaque fois que je fais un café. » C'est vrai. On peut peut-être se permettre de ne pas le nettoyer. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas en me disant « Je fais 2 kilos au jour, en plein rush, je n'ai pas le temps de faire ça. » C'est très bien. Dans ce cas-là, moi, je vous envoie à côté sur mon stand. Je fais 9 kilos au jour. Je le fais et les gens sont contents. C'est peut-être parce que je fais tous ces gestes. D'accord ? Le café, on y viendra après. Mais l'important de tous ces gestes, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de dire que le café est bon. C'est que le café est continuellement bon du début de la journée à la fin de la journée. Et c'est ça, et c'est pour ça que les clients reviennent généralement dans un bar ou dans un coffee shop. C'est parce que le café est bon tout le temps et constamment. Et pour avoir constamment un bon produit, il faut constamment refaire les mêmes gestes. Un chef en cuisine, il édite une recette, on la fait tout le temps. Et c'est exactement la même chose. Ici, je fais une recette. Je viens infuser un ingrédient, non pas dans une casserole, mais dans un porte-filtre. D'accord ? Alors regardez, maintenant, je vais vous faire ça quand même à vitesse réelle pour que vous vous rendiez compte quand même que ça ne prend pas beaucoup de temps de faire tous ces gestes. Alors, j'ai pris le porte-filtre qui était donc dans la machine, je purge directement, comme ça je ne perds pas de temps. On retire le café qui est donc dans le filtre, c'est fini, il est propre. Et donc je viens récupérer maintenant du café fraîchement moulu. Et généralement le café fraîchement moulu, on a une bonne odeur qui sort constamment du porte-filtre. Hop, je récupère quand même mon tasseur. On comprime. On nettoie le rebord, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on envoie. Voilà. Alors certes, ça peut peut-être prendre 5 secondes de plus et encore, si vous êtes très lent et vous discutez comme moi. Mais voilà, le but c'est d'avoir cette belle extraction du café. C'est un café qui est extrait, c'est crémeux. En Italie, quand ils voient cette forme d'extraction, ils appellent ça la coda di topo, c'est la queue de la souris. En fait, cette queue de souris veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez extraire le café dans un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'une vitesse d'écoulement, c'est un temps au final. Et cette forme, c'est en fait une vitesse. Et cette coda di topo veut dire que vous êtes entre 20 et 30 secondes. C'est très très important afin d'extraire l'essence même du café. Est-ce que quelqu'un veut un café ? Allez-y, faites-vous plaisir. Tenez, bonne dégustation. Voilà, alors à partir du moment où on a compris les clés de l'espresso, on va pouvoir peut-être arriver sur le latte art et surtout le travail de la mousse de lait. Je vais vous montrer quand même deux, trois petits trucs pour faire du latte art. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en 2 secondes. Moi, je vais vous montrer quand même la base, essayer en quelques minutes, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais surtout, je vais vous donner les points clés pour réussir peut-être derrière, quand vous serez tout seul derrière un comptoir, ou pour vous entraîner. Donc ici, pour faire bien sûr un bon cappuccino, il faut un bon lait. Un lait, surtout, vous voyez la couleur, un lait entier, c'est très très important. Alors oui, vous pourriez faire une mousse de lait avec un lait demi-écrémé. Bien sûr. Mais quelle est la différence entre un lait entier, demi-écrémé et écrémé ? C'est le taux de matière grasse. D'accord ? Et n'oubliez pas, le gras, c'est la vie. Mais mis à part ça, le gras, c'est ce qui va entourer la structure de la bulle de la mousse. Donc si vous retirez le gras, ça risque d'être un peu plus compliqué de faire une belle mousse de lait. Donc pour faire une mousse de lait rapidement, et surtout une très belle et une très bonne mousse de lait, il vous faut un lait entier. Mais le demi-écrémé, bien sûr, fonctionne. Il faut juste par contre un peu plus de technique et un peu plus de pratique. Donc ici, j'ai un lait entier frais et UHT. Donc stérilisé. Les deux fonctionnent très bien, d'accord ? Attention, le lait frais, bien sûr, a une durée de vie beaucoup plus courte. La grosse différence pour moi, c'est que le lait frais, il faut l'utiliser dans la journée. Parce qu'en fait, après, il n'est plus thermiquement stable. Ça veut dire que si vous voulez faire une mousse de lait le lendemain, vous avez beaucoup de chances pour que la mousse de lait tombe très vite.
alors qu'un lait UHT un peu plus stérilisé, qui a été stérilisé, un peu plus stable. Vous pouvez l'utiliser plus longtemps. Ici, vous avez un lait qui est beaucoup plus crémeux, onctueux et surtout beaucoup plus goûteux. Alors, attention, il y a certains clients qui ne sont pas forcément fans d'un goût de lait trop prononcé. C'est pour ça que parfois, utiliser un demi-crémé ou un lait UHT peut résoudre ce problème. Alors, maintenant qu'on a parlé du café, on a parlé du lait, je vais vous montrer la technique pour faire une belle mousse de lait. Alors, tout métier a ses outils. Je vous les ai parlé, bien sûr, du tasseur. Je vous ai parlé de la machine à café, je vous ai parlé du moulin à café, mais dans le latte art et surtout l'outil fétiche du barista, ce sont ces pichets. Pichets, bien sûr, à volume raisonné. Vous voyez le pichet d'un litre qui traîne dans les frigos, dans tous les restaurants et les bars, vous l'oubliez, d'accord? C'est un pichet qui ne devrait même pas exister. Bon. Ouais, non, pas du tout même. Donc, à partir de là, regardez. Ce qui va être intéressant, on n'utilise que 2 tailles. 60 centilitres ou 30 centilitres. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des volumes raisonnés. Ce que j'appelle un volume raisonné, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de perte. Généralement, le zéro perte, les gens aiment bien ça. Ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Une tasse, petit pichet. 2 tasses, le grand pichet. Pour un espresso dans chaque tasse, l'ensemble de mon pichet va être vidé, en fait. Je nettoie, je recommence. C'est tout. Pas de pichet d'un litre qui va traîner dans le frigo, qu'on ressort, qu'on remet, qu'on ressort, qu'on monte en température pour faire redescendre. Au final, c'est un nid à bactéries. En plus, ça va remonter en température votre frigo. C'est dommage pour la panna cotta qui est à côté. Donc, vraiment, on oublie. Le but, c'est qu'une fois qu'on a monté la mousse de lait, on nettoie et on recommence. D'accord? Donc ici, alors ici, regardez. Ça, c'est très important, il faut que je vous en parle. Le bec, si vous voulez travailler en précision, comme pour le latte art, il vous faut absolument un bec pour verser précisément là où vous le souhaitez le lait. Si vous essayez de verser de cette façon, vous imaginez bien que vous avez 0 précision. Donc là, il nous faut absolument un bec. L'anse est très importante pour pouvoir verser de façon précise, d'accord? Et la matière, de l'inox, pour ressentir la température, parce que le seul moyen de connaître la température du lait, c'est en déposant votre jolie petite main sur le côté et de sentir la température. Alors au début, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Je vous conseille de mettre un thermomètre pour savoir où vous vous situez. Puis après, vous n'en aurez plus besoin, d'accord? Et là, la différence entre ces 2 pichets, revêtement téflon, comme pour les poêles Tefal, en fait, le lait accroche moins. Alors, est-ce que ça fait une grosse différence dans l'averse? Pas vraiment, c'est juste que moi je préfère, ça se nettoie plus facilement, c'est tout. D'accord? Alors, maintenant je vais commencer donc avec le lait frais. Je vais vous faire 2 cappuccinos ou même 2 lattés si vous le souhaitez. Alors, quelle est la différence entre un latte et un cappuccino? Ça, c'est une question qui est quand même assez récurrente. Le latte, en fait, c'est un nom anglo-saxon. Ce qui va se rapprocher le plus en France, c'est ce qu'on appelle un grand crème. Café, lait et un tout petit peu de mousse de lait. D'accord? Donc, ici, le latte, en fait, c'est lait, café, lait et un tout petit peu de mousse de lait. La différence avec le cappuccino, c'est que le cappuccino, quand un client vous en demande, il veut de l'onctuosité. Il veut de l'épaisseur en mousse de lait. D'accord? Il veut quelque chose de gourmand. Donc, la grosse différence, c'est la quantité de mousse de lait à la fin. Donc, la différence, au final, entre un latte et un cappuccino, c'est la quantité de lait initiale. Parce qu'au final, ça va me donner une quantité de mousse de lait qui va dépendre de cette quantité de lait initiale. Si je ne mets pas beaucoup de lait, j'aurai beaucoup plus d'espace pour monter la mousse de lait. Donc je vais faire des cappuccinos. A l'inverse, je mets beaucoup plus de lait, j'aurai très peu de place. Donc j'aurai que très peu de mousse de lait pour faire de latte. C'est tout. N'oubliez pas, j'utilise ce pichet pour faire l'essentiel de mes boissons. Donc maintenant que j'ai mis le lait, je vais le mettre de côté et je vais pouvoir préparer mes espressos. Très important, l'espresso est la boisson dans le monde du bar qui doit attendre le moins longtemps une fois réalisée. C'est tout simple, hein, la crème d'espresso, la crème, elle part très vite, elle s'oxyde, elle noircit. Et surtout, vu le petit volume, il refroidit très vite. Donc, vous ne voulez pas le laisser attendre. Donc, je vais préparer mon matériel, je prépare mes pichets, je mets le lait dans le pichet, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir lancer mes espressos. Pendant que l'espresso coule, je monte la mousse de lait. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous fais donc les 2 cafés. On nettoie bien le porte-filtre, encore une fois. Je vais toujours le laisser ici en fait. Hop, on comprime bien le café dans le porte-filtre. Et on envoie. Alors, ici la technique de la mousse de lait, c'est une technique très importante. Pourquoi est-ce qu'en France, on fait souvent des cappuccinos avec de la mousse de lait déposée à la cuillère sur la surface? Eh bien, c'est tout simplement parce que
connaît pas forcément la bonne façon de faire. C'est normal, si personne vous a enseigné, c'est normal que vous fassiez une autre technique. Maintenant, vous verrez que tous les baristas qui participent au championnat réalisent la même technique. Alors, on va essayer de faire une mousse de lait, ce qu'on appelle avec des micro-bulles. Alors, avant de réaliser la mousse, je purge la buse vapeur. Vous allez voir, il y a quand même de l'eau. Voilà, il y a quand même pas mal d'eau à l'intérieur de la buse. On leur retire l'eau pour éviter de mettre dans le lait. On amène la buse face à soi. Et là, je vais plonger la buse. Alors, pas forcément très profond, d'accord. Si vous envoyez la buse au fond, vous allez ne faire que chauffer le lait, d'accord. Nous, on veut faire de la mousse de lait. On va se mettre la partie qui se retire, vous voyez, qui est juste là. On va se mettre juste au niveau de la moitié. Ça va envoyer une impulsion. Vous allez entendre un crépitement. Ça veut dire que je vais créer une mousse de lait. Et une fois que j'ai créé la mousse de lait, vous n'entendrez plus rien. Je vais juste chauffer le lait. Donc, c'est très, très rapide. Mais surtout, la clé pour faire une belle mousse de lait, c'est de pencher légèrement le pichet pour créer une vague. En fait, la vapeur va venir se diffuser et tourner à l'intérieur de mon pichet et créer une vague que je vais maîtriser. Regardez. Donc, je vais au centre, légèrement incliné. Alors, la pression vapeur, c'est à fond, d'accord. On n'essaye pas à moitié, tout doucement, c'est à fond. Et on envoie. Alors, au début, comme vous pouvez entendre, on entend le crépitement, sauf que là, vous n'entendez maintenant plus rien. Je ne fais que chauffer. J'ai monté suffisamment de mousse. J'ai pas envie d'avoir plus de mousse de lait que ça, en fait. Et une fois que c'est assez chaud, je ne veux pas me brûler, j'arrête. Parce que si je me brûle la main, je me brûle la langue et je brûle la langue de mon client. Sauf que la langue est un peu plus sensible, d'accord. Donc, on nettoie bien la buse vapeur, très important, d'accord. La buse vapeur, pour moi, en tout cas, c'est l'image d'un bar. Si elle est sale, j'imagine même pas derrière le comptoir, d'accord. Une buse mal nettoyée, c'est un nid à bactéries, n'oubliez pas. Donc, alors, je vais récupérer mes tasses. Voilà. Donc, un espresso dans chaque tasse. Donc, j'avais à peu près cela de lait. Je suis monté jusqu'à ce niveau en mousse de lait. Pas besoin de monter plus haut. Et en fait, une mousse de lait, une fois que vous l'avez montée, ça ressemble beaucoup à une bière. Surtout à la Guinness. Si vous regardez un petit peu la texture, la brillance au niveau de la mousse de lait. En fait, si vous attendez, c'est comme quand vous draftez une bière. Il y a le liquide et la mousse va se séparer. Là, ça va être super si vous voulez utiliser une technique avec une cuillère, déposer un gros blob de mousse sur la surface, sauf que vous ne ferez jamais un cœur avec une cuillère. Donc non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Mais nous, en fait, on va travailler directement la mousse de lait. Donc je vais faire remonter le lait dans la mousse en faisant ce geste. Là, le lait remonte et ça va donner une belle brillance et je vais pouvoir la travailler. Alors, à partir du moment où on fait 2 pichets, je vais toujours avoir un petit... à partir du moment où je fais 2 tasses, pardon, j'ai toujours un petit pichet avec moi. Pourquoi? Bah regardez, si jamais je verse tout de suite la mousse de lait et le lait dans la première tasse, j'ai l'ensemble de la mousse de lait qui va tomber dans ma première tasse. Je vais avoir un super cappuccino et un latte, en fait, beaucoup de lait juste à côté. Donc pour éviter ce désagrément, je vais faire ce qu'on appelle une technique de séparation. Je vais mettre de côté un peu de lait et de mousse de lait pour ma deuxième tasse. D'accord? Et une fois que j'aurai fait ma première tasse, je vais récupérer ce lait et cette mousse de lait pour faire ma deuxième tasse. Alors regardez. Alors, ok, c'est là où ça va devenir intéressant. Le latte art. Qu'est-ce que le latte art? Le latte art, c'est faire des fleurs, des cœurs, des tulipes, des cygnes, des dragons, certes, mais c'est surtout une technique. Alors la technique, en fait, c'est de travailler entre la couleur du blanc de la mousse de lait et la couleur de la crème de l'espresso. Alors, en fait, on va travailler sur la vitesse d'incorporation de la mousse de lait dans le café. Je m'explique. Au début, je vais être assez haut pour que le lait et la mousse de lait traversent le café, viennent se déposer au niveau du cul de la tasse, et je vais tout simplement monter le niveau du café et du lait, et du lait et de la mousse de lait. Et arrivé aux 3/4 de la tasse, c'est là où je décide généralement de faire une figure. Je vais me rapprocher du liquide, et la mousse de lait, en perdant en vitesse, n'oubliez pas, c'est de la mousse, c'est très léger, va venir se déposer en surface. Regardez. Donc, toujours travailler la mousse de lait pour qu'elle soit liquide. Il faut absolument que ce soit un mélange de lait et de mousse de lait lorsque vous allez verser. Alors, on va verser au centre, là où il y a le plus de profondeur. Et je vais déposer de la mousse de lait un peu partout. Ouf. Regardez. Et si je me rapproche de la surface, mais si je m'écarte de la surface, il n'y a plus rien. D'accord?
Là, en une fraction de seconde, vous avez vu ce qu'était le principe du latte art. C'était de travailler en fait sur la hauteur du pichet par rapport au liquide. C'est tout. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas que cela, bien sûr. On va travailler certaines figures de façon un peu particulière. Alors, je vais vous montrer une figure de base qu'on apprend généralement lorsqu'on débute. C'est la figure qui s'appelle le cœur. Voilà. Alors, c'est faux. La figure de base, je vais vous montrer. C'est ça. Regardez. Donc, je vais mettre de la mousse de lait partout sous la surface. Et arrivé aux 3/4, voilà. Je me rapproche du liquide et la mousse de lait perd en vitesse et vient se déposer. Et en se déposant, n'oubliez pas, le bec est arrondi, donc elle va avancer de façon arrondie. Donc ça va avancer, en fait, ça va faire un grand rond qui va agrandir dans la tasse. Ici, c'est la figure de base dans les compétitions. C'est ce qu'on appelle la tête de capucin. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la tête de capucin? Parce que le petit rond blanc là qui est là, ça ressemble à la tonsure du capucin. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un cappuccino? Voilà. Donc, ça, c'était donc la figure de base. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin dans le latte art et en vous montrant d'autres techniques. Alors, comme je vous disais, avant de préparer une boisson, un cappuccino ou un latte, je prépare d'abord mon pichet. C'est comme dans le bar, avant de faire un cocktail, vous récupérez tous vos ingrédients, vous n'allez pas courir à la cuisine, ni à côté, à gauche, à droite. Tiens, mince, j'ai oublié le citron, l'orange, oui, où est mon couteau? Non. Vous récupérez tous vos ingrédients et vous y allez. Hop, on y va. Ok. C'est parti. Alors, je vais vous remontrer la technique pour la mousse de lait. Alors, ce qui est très très important, il faut que je vous le dise. Petit focus là sur la vapeur. Regardez la puissance vapeur. C'est quand même pas mal de puissance vapeur. Ici, vous avez à peu près 1 bar 2 en puissance vapeur. Pour obtenir 1 bar 2 en puissance vapeur, il faut généralement monter la température de la chaudière principale qui va créer la vapeur aux alentours de 120 degrés. 1 bar 2, c'est 120, 1 bar 10, 110, et ainsi de suite. Généralement, pour réaliser ce genre de... pour avoir cette puissance vapeur, il faut avoir ce qu'on appelle des machines comme celle-ci, des multi-chaudières. Des chaudières séparées de la chaudière des chaudières café. Parce que si vous montez la chaudière café à 120 degrés, bah, votre client risque de se plaindre, hein, parce que ça risque de brûler en fait tout simplement votre café. Alors, j'envoie donc à fond la vapeur. Donc on peut apercevoir la vague qui est en train de tourner. Et une fois que vous avez senti la température avec votre main, bien sûr, sur la paroi, et que c'était bien sûr assez chaud, vous arrêtez. Voilà. Ok. Alors. Allez, on va aller un tout petit peu plus loin. Oups. Dans le latte art. Alors, mon pichet. Je sépare le lait et la mousse de lait pour éviter d'avoir trop de mousse de lait dans la première tasse. Le petit geste pour récupérer la crème du café sur la paroi. Et là, c'est parti. On verse donc au centre, rappelez-vous, partout sur la surface du lait et de la mousse de lait. Voilà. Et on peut faire ce qu'on appelle donc la rosetta. C'est une des figures en latte art. Donc, ici, en fait, j'ai déposé des vagues et j'ai reculé. Et une fois que j'ai fini de reculer, que je suis arrivé donc au bout de la tasse, je vais venir couper finement avec du lait toutes les striures que j'ai créées et ce qui donne cette forme de rosetta. Alors maintenant, une figure, je ne vais pas dire plus simple, mais un peu différente, qui est une variante du cœur, la tulipe. Regardez. Donc je vais déposer un rond blanc comme ce que j'ai fait pour la première tasse. Hop, je dépose le premier, je dépose le deuxième. Voilà. Et voilà, donc là c'est ce qu'on appelle donc la tulipe. Bravo.
Technique Merci. tulipe. Alors, si quelqu'un veut un petit cappuccino, allez-y, hein, avant que ça refroidisse. Je vous propose pas les deux autres, parce qu'ils sont un peu plus frais maintenant. Je vous en refaire un autre, vous inquiétez pas. Allez, 2 derniers. Et maintenant, je vais faire une autre technique. Parce qu'ici, là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle la technique de free pour. La technique de free pour, c'est la technique, c'est de l'anglais. Bon, ça veut dire verse libre. J'ai versé, j'ai créé une forme, j'ai pas retouché du tout à la forme. Ce n'est quand même pas facile, d'accord? Donc maintenant, je vais faire une autre technique qui s'appelle le painting. Le painting, c'est beaucoup plus simple. On peut même utiliser du chocolat de topping. J'en ai ramené aujourd'hui, vous allez voir. Et ça, c'est pas mal pour cacher, on va dire, une figure que vous avez peut-être ratée. C'est ce que je faisais au tout début, quand le cœur ne ressemblait pas forcément à un cœur. Donc du coup, vous rajoutez un petit peu de chocolat de couverture sur la surface et vous pouvez faire donc du coup une belle figure, vous allez voir. Ok. Hop. On récupère les tasses et le pichet. Très bien. Alors. C'est parti. On va faire un petit mix des deux techniques. Regardez. Je vais créer un tourbillon dans la tasse. Et voilà. Donc un mix entre la rose état et la tulipe directement dans la tasse. Bon, je vous le cache pas, c'est quand même pas facile ce genre de technique. D'accord, il faut quand même un petit peu de pratique. Mais on y arrive. Si vous avez un bon sponsor là, ça peut fonctionner, ne vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment travailler tout le temps à vouloir faire bien attention, bien sûr, lorsqu'on réalise ces cappuccinos et latte. Hop. Ah, j'ai pas fait grand chose. Vous me direz c'est normal. Regardez. Donc chocolat de couverture, chocolat de topping, tout simplement. On va l'utiliser. On n'utilise jamais de poudre de cacao sur la mousse de lait. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. La poudre de cacao sur une mousse de lait, voilà, vous allez la détruire. Ça va faire éclater bien sûr toutes les bulles que vous avez réussi à créer. C'est dommage. Par contre, le chocolat de couverture, on peut très bien l'utiliser. Regardez, vous allez apporter de la brillance. Et le fait d'avoir fait une belle mousse de lait, le chocolat tient sur la mousse de lait. Alors, un petit stylet dédié à l'art du painting, ou sinon vous prenez un cure-dent, ça fonctionne aussi. Mais c'est un peu plus professionnel quand même, je ne vous le cache pas. On pique au centre, on monte, on descend, on va à gauche et ensuite à droite. Particularité de cette figure, toujours nettoyer le stylet pour éviter de mettre du chocolat au centre, regardez. Et voilà. Et donc là, ça fonctionne très bien. Merci. Alors, simple, rapide. je vous en et fais beau. un dernier quand même, histoire d'eux, parce que bon, j'ai quand même une autre tasse à disposition. Je vais vous faire une figure que je pense tout le monde connaît. On va déposer 3 traits parallèles. Et je pense que les plus gourmands reconnaîtront cette technique. Et voilà. Donc la technique du millefeuille, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, qui seront les deux chanceux? Je crois que j'en ai un juste là. Eh ben, il faut venir. Allez-y, allez-y. Même pas besoin de sucré maintenant. Ah, désolé. Voilà. Eh ben, je pense qu'on est bon, là. Bon, merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas, faites de très bons cafés. Merci, merci Ça, c'est Anthony votre de café. Académie du Café, de Café Richard, Merci. championne de barista double fois et championne de latte art en France. Merci. Merci Anthony. De rien.